Bonjour à tous, et bienvenue dans un nouvel épisode de Monsieur Mystère, Histoire d'horreur. Aujourd'hui, je partage avec vous 10 récits troublants et véridiques sur des cabanes perdues au cœur des Appalaches. Chaque histoire est un avertissement. Certaines portes devraient rester fermées. Mais avant de commencer, je vous invite à vous abonner, à aimer cette vidéo et à la partager avec vos proches. Vos commentaires et votre soutien comptent énormément pour moi. Dites-moi aussi d'où vous écoutez. Maintenant, plongeons dans l'obscurité. C'était début octobre. Depuis quelques années, je partais régulièrement en camping solitaire, surtout pour vider mon esprit. Plus l'endroit était isolé, mieux c'était. J'aimais le silence, la déconnexion, marcher jusqu'à ce que le monde semble lointain. Ce week-end-là, je m'étais enfoncé dans la forêt près du comté de Rowan, dans le Kentucky, à environ 13 km de la route principale. Pas de sentier, juste une vieille piste d'élan à peine visible et les vestiges de routes forestières envahies par la végétation. Je ne cherchais rien de précis. Je suivais simplement la crête, un œil sur ma boussole, l'esprit ailleurs. Puis j'ai trébuché sur un lit de ruisseau asséché, glissant de mousse. Mon pied a glissé sur une pierre plate, et j'ai chuté lourdement, une chute d'environ 3 mètres sur des feuilles compactes et des schistes. Ma jambe a absorbé le choc. La douleur était intense, mais rien de cassé. Je suis resté là, à jurer et à reprendre mon souffle. C'est alors que je l'ai vu. À travers un épais fourré de lauriers des montagnes, j'ai aperçu le bord d'un toit en tôle, verdâtre, rouillé aux jointures, à peine visible. Cela m'a glacé le sang. Aucune trace de construction sur ma carte topographique. Pas de clôture, pas de dépendance, pas de signe d'activité humaine récente. Pourtant, elle était là. Je me suis approché lentement, chaque pas semblant plus irréel que le précédent. La cabane avait quelque chose d'étrange. Elle était ancienne, mais intacte. Aucune végétation ne l'étouffait, aucune vigne ne grimpait sur le porche. La forêt semblait l'éviter, comme si elle lui laissait de l'espace. La structure était simple, une seule pièce, une cheminée en pierre sur un côté, un porche avec 3 marches affaissées. La marche du bas était fendue en deux, proprement, comme si quelqu'un l'avait sciemment brisée. La porte d'entrée n'était plus sur ses gonds. Elle était adossée contre le chambranle, comme si quelqu'un l'avait retirée avec soin et l'avait posée là. J'ai appelé, par habitude, sans vraiment m'attendre à une réponse. Rien. J'ai franchi le seuil. La poussière recouvrait tout. Épaisse, intacte, du genre qui étouffe les sons. Mais il n'y avait aucune odeur. Pas de moisie, pas de pourriture. Cela ne sentait même pas l'abandon. Cela ne sentait rien. Dans un coin, un lit en métal étroit, au ressort brisé, un vieux poêle rouillé, quelques boîtes contenant des tasses en émail ébréché. Et sur le mur du fond, des gravures au couteau. Des dizaines. Juste des dates. 1953, 1961, 1977, 1989. Chacune était nette, précise, alignée en rangées régulières. Aucun initial, aucun nom, aucun contexte. Juste le temps, enregistré comme une habitude. Et dans le coin arrière-gauche de la cabane, il y avait une trappe. Un carré de bois ancien, d'environ 1 mètre de côté, avec un anneau de fer rouillé enfoncé au centre. Les planches autour étaient lisses, non usées par les intempéries, mais polies, comme si on l'avait ouverte et refermée des centaines de fois. Je me suis accroupi et j'ai posé la main sur l'anneau. Il était glacé. Pas frais, pas à l'ombre. Glacé comme du métal laissé dans la neige. J'ai sursauté et retiré ma main. Puis le bruit est venu. Quelque chose a bougé sous mes pieds. Un long grattement, lent, lourd, comme si on traînait quelque chose sur de la terre battue. Puis le silence. Je suis resté figé, me disant que c'était un animal, un raton laveur, des racines qui bougeaient. Mais je n'y croyais pas. Pourtant, je suis parti. Sans ouvrir la trappe. J'ai marqué l'emplacement sur mon GPS et j'ai reculé hors de la cabane, comme si quelque chose pouvait changer d'avis et me retenir. 3 semaines plus tard, je suis revenu. J'ai amené mon ami Connor. Il n'était pas superstitieux. Si on lui montrait un fantôme, il essaierait de le démystifier avant même qu'on ait fini de parler. Mais quand je lui ai raconté ce que j'avais vu, vraiment tout, il n'a pas ri. Il a juste dit « Allons voir ça ». Nous avons marché tôt, par le même chemin. Cela semblait plus long cette fois-ci. Mon estomac se nouait à mesure que nous approchions du lit de ruisseau. Je n'ai rien dit. J'ai juste pointé du doigt à travers les arbres quand j'ai revu ce morceau de toit. La cabane n'avait pas changé. Toujours nichée silencieusement dans la clairière, toujours intacte. Mais quelque chose était différent. La porte d'entrée, qui penchait sur le côté la dernière fois,
était maintenant droite, parfaitement équilibrée dans le chambranle, pas réattachée, juste posée là, comme si quelqu'un l'avait délicatement remise en place. Connor a ri, disant que c'était probablement le vent ou un cerf qui l'avait bousculé. Je n'ai pas répondu. Nous sommes entrés, nos lampes torchées balayant la pièce. Tout était à sa place. Le poêle, le lit, les boîtes. Mais il y avait une nouvelle gravure sur le mur. Une date fraîche, pas une des anciennes que j'avais vues auparavant. Celle-ci était récente, le jour même où nous étions là. Découpée nette, sans poussière dans le sillon. Elle n'y était pas la dernière fois. Connor a dit, peut-être que je l'ai manqué. Je n'ai pas argumenté, mais je savais. Nous nous sommes dirigés vers la trappe et avons utilisé le pied de biche pour la soulever. Le bruit qu'elle a fait n'était pas seulement celui des gonds. Il y avait un gémissement plus profond, comme s'il venait de plus bas. L'ouverture révélait des marches de pierre, glissantes de mousse, descendant sous terre. Nous avons descendu. L'espace était petit, peut-être 3 mètres sur 3, avec des murs en argile et des poutres de bois anciennes. Un silence de mort. Au centre de la pièce se trouvait une chaise en bois, fabriquée à la main, avec un dossier haut, faisant face à l'escalier. J'ai posé le pied sur la dernière marche. Tout a changé. La température n'a pas baissé. Elle s'est aplatie, comme si le froid venait de l'intérieur de ma poitrine, et non de l'air. Le silence était lourd. Pas seulement calme, mais faux. Comme si le son ne pouvait pas s'installer. La terre sous mes pieds semblait sèche, mais instable. Comme si elle ne voulait pas de moi là. Connor s'est approché de la chaise et lui a donné un coup de pied. Elle a grincé. Il a souri. J'ai tourné la tête une seconde pour examiner le mur du fond avec ma lampe torche. Une autre date. Le même jour, fraîchement gravé, comme si quelqu'un venait de la tailler. Je me suis retourné pour dire quelque chose à Connor. Il avait disparu. La chaise était vide. Aucun bruit, aucun pas, juste parti. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. J'ai couru vers l'escalier, puis dehors, j'ai fait le tour de la clairière en hurlant son nom. Rien. Pas de mouvement, pas d'écho. La forêt ne semblait même pas écouter. Puis, sous mes pieds, j'ai entendu le bruit de traînage. Plus lent cette fois. Je me suis forcé à redescendre. La chaise était renversée, toujours vide. Rien d'autre n'avait changé. J'ai hurlé son nom encore et encore. Je ne me souviens même pas d'avoir arrêté. Finalement, je suis parti. J'ai tout laissé. Sac, lampe torche, pied de biche, GPS. J'ai couru jusqu'à ce que j'atteigne la route forestière en gravier, j'ai fait signe à un camion qui passait. Le conducteur m'a jeté un regard et m'a fait monter. J'ai tout raconté à la police. Ils ont envoyé des équipes de recherche. Des rangers sont partis avec des chiens. Ils ont trouvé la cabane, mais pas de trappe. Juste un plancher en bois solide, sans escalier, sans ouverture, rien pour expliquer quoi que ce soit. Épilogue mystique. Des années plus tard, j'ai reçu une lettre anonyme. À l'intérieur, une photo de Connor, souriant, debout devant une cabane que je ne reconnaissais pas. Au dos, une seule phrase, il m'a laissé partir. Mais il t'attend toujours. J'avais 28 ans quand c'est arrivé. Je roulais seul à travers une partie de la Caroline du Nord que je connaissais à peine, essayant de rejoindre un rassemblement familial avant la nuit. J'avais pris un détour pour éviter les embouteillages. Un de ces chemins pittoresques que l'on regrette dès qu'on réalise qu'il n'y a pas de station-service à 80 km à la ronde et que le signal GPS est mort depuis une demi-heure. Le moteur ne s'est pas étouffé. Il s'est simplement éteint, comme si on avait coupé un interrupteur. Une seconde, j'écoutais une vieille station de rock classique crissant, et l'instant d'après, toute la voiture s'est éteinte. Radio éteinte. Tableau de bord éteint. Fares éteintes. Un silence de mort. Pas de clic, pas de voyant d'avertissement, pas de fondu. Juste éteint. Le volant s'est bloqué, raide sous mes mains, et la voiture a roulé en silence total jusqu'à s'arrêter doucement sur le bas-côté. Je me souviens être resté assis là un instant, à fixer la route devant moi, comme si tout allait se rallumer si j'attendais assez longtemps. Spoiler, ce ne fut pas le cas. J'ai essayé de redémarrer. La clé a tourné, mais c'était vide. Aucune résistance, aucun bruit de moteur, juste une étrange glissade molle, comme si je tournais une cuillère dans de la bouillie épaisse. Dehors, le soleil était assez bas pour teinter tout en orange, mais pas encore couché. Début novembre, il faisait nuit vite, assez froid pour qu'on ferme sa veste sans y penser. Pas de circulation, pas même un murmure de voiture, juste un ruban sans fin de bitume fissuré traversant les Appalaches. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun signal. Pas même une de ces fausses barres fantômes qui apparaissent parfois pour vous donner de l'espoir.
Alors, je suis sorti. Par habitude, plus que par nécessité. J'ai laissé les feux de détresse allumés, bien que sans courant, ils ne faisaient que clignoter faiblement. L'air était étrange. Pas froid, pas étrange, juste en suspens, comme si tout l'endroit attendait quelque chose. J'ai marché un peu sur le bas-côté, tenant mon téléphone en l'air comme un idiot, espérant capter un signal sur la pente. Rien, juste le bourdonnement lointain des arbres. Je me suis retourné pour revenir et c'est alors que je l'ai vu. Au début, j'ai cru que c'était juste une autre brèche dans les buissons. Mais il y avait une étroite ouverture dans les arbres, à peine assez large pour s'y faufiler, et quelque chose en elle m'a marqué, comme si elle avait été utilisée récemment, mais pas par quelque chose de naturel. La façon dont certaines branches basses étaient cassées semblait trop nette, trop délibérée. Et à travers cette ouverture, à une centaine de mètres, j'ai aperçu un toit. En bois, incliné, juste le bord, caché derrière les arbres. Une version plus intelligente de moi-même aurait probablement fait demi-tour et serait restée avec la voiture. Mais je me suis dit, peut-être que c'est une cabane, un abri de chasse, quelque chose. Tout valait mieux que de grelotter sur le bord de la route, en attendant un dépanneur qui ne viendrait peut-être jamais. Alors, j'ai fermé ma veste, j'ai enfilé mon sac à dos et j'ai franchi l'ouverture dans les arbres. Le sentier n'était pas grand-chose, surtout un tapis d'aiguilles de pin anciennes, de feuilles détrempées et de racines cherchant à me faire trébucher. Les arbres se penchaient, hauts et épais, étouffant tout bruit. En marchant, je m'attendais à voir davantage de la cabane, à ce que l'angle change, qu'elle devienne plus claire. Mais ce ne fut pas le cas. Cette ligne de toit, elle restait exactement la même. Peu importe la distance parcourue, elle semblait toujours un peu plus loin. Même inclinaison, même débord, comme si la cabane s'éloignait de moi au ralenti. Pourtant, j'ai continué. Finalement, j'ai débouché dans une clairière, et elle était là. Elle n'était pas en ruine. Elle n'était pas bien entretenue non plus. Elle était simplement fausse. Pas de manière horrifique, mais de cette façon subtile où vos entrailles se serrent quand quelque chose n'est pas tout à fait comme il devrait l'être. Toit en A, cheminée en pierre. Les fenêtres étaient vides, juste des cadres ouverts sans verre, mais rien de brisé ou de cassé. Le porche avait un creux mou au milieu, comme s'il s'affaissait lentement depuis des années. J'ai gravi les marches et j'ai frappé une fois, puis une seconde. Pas de réponse, pas de bruit à l'intérieur, pas même des oiseaux, juste ce silence plat et ouvert qui vous enveloppe quand vous êtes quelque part où vous ne devriez pas être. J'ai attendu quelques secondes, puis j'ai essayé la poignée. Elle a tourné facilement. La porte s'est ouverte d'elle-même, comme si elle était restée lâche toute la journée. À l'intérieur, ça sentait la poussière et l'immobilité, pas la pourriture, juste le sec et le vieux. L'âtre était rempli de cendres froides. Un grand fauteuil lui faisait face, recouvert d'une couverture en laine qui semblait avoir été abandonnée par quelqu'un qui venait de se lever. Dans un coin, il y avait une table. Un couvert, une fourchette, une assiette en céramique et une tasse en bois sculpté. Tout le reste était d'un calme mortel. J'ai appelé « Bonjour ». Rien. Alors, comme un idiot complet, je suis entré. Le plancher a craqué sous mes bottes, mais à peine. Pas de lumière, pas de fixation, juste quelques bougies fondues dans des supports en pierre le long des murs. J'ai contourné l'âtre et jeté un coup d'œil à la cuisine. Ancienne, primitive. Un évier à pompe manuelle, quelques boîtes de conserve rouillées et un bassin sec taché d'un cercle brun qui semblait y être depuis la guerre froide. Il y avait un couloir au-delà. Alors j'ai continué. Je ne sais pas pourquoi je ne suis pas parti à ce moment-là. Peut-être que je me convainquais encore que ce n'était que la cabane de quelqu'un et qu'il reviendrait d'une minute à l'autre. La porte de la chambre était déjà ouverte. Le lit n'avait pas de drap, juste un matelas affaissé et un tissu plié aux pieds. Il n'y avait pas grand-chose d'autre, à part une photo sur le mur, clouée à hauteur des yeux. Elle était ancienne, en noir et blanc. Une famille, 2 parents, 3 enfants, tous habillés comme s'ils allaient à l'église dans les années 1930. Mais leurs visages avaient été griffés. Pas floutés, pas déchirés. Decoups. Des entailles profondes, agressives, violentes. On voyait des sillons dans le bois derrière le cadre, comme si quelqu'un s'était acharné dessus. J'ai dû la fixer trop longtemps, car c'est à ce moment-là que j'ai entendu les pas. Lents, délibérés, au-dessus de moi. Il n'y avait pas d'escalier. J'en étais sûr. Mais le bruit, quelqu'un marchait à l'étage. Lentement, avec précaution, j'ai reculé dans le couloir, retenant mon souffle. Et c'est alors que j'ai remarqué quelque chose que j'avais manqué. Derrière l'âtre, dans la pièce principale, il y avait une arche couverte d'un rideau fait de vieilles perles en bois. Je ne sais pas comment je ne l'avais pas vue avant. Elle était juste là, comme si elle avait poussé du mur lui-même. Les perles oscillaient doucement. Il n'y avait pas de vent. Je me suis tourné vers la porte et c'est alors que je l'ai vue.
debout dans la cabane, comme s'il avait toujours été là. Pas grand, pas imposant, juste solide, avec un chapeau à large bord et un long manteau sombre. Sa tête était légèrement inclinée vers l'avant, les bras le long du corps. Son visage était enveloppé de cuir cousu, serré, faux. Il était tiré sur son nez et sa bouche, et sous sa mâchoire, maintenu par des coutures épaisses et inégales, comme si quelqu'un l'avait cousu les yeux bandés. Il ne bougeait pas, ne parlait pas. Il a simplement levé un bras et pointé du doigt vers la table. Le couvert. Il voulait que je m'assoie. Je n'ai pas bougé. Il a fait un pas en avant, silencieux. Les planches ne craquaient pas. Ses pieds s'enfonçaient dans le bois comme si cela n'avait pas d'importance, comme s'il était sans poids. Il a pointé à nouveau. Je me suis assis. Non pas parce que je le voulais. Je ne savais simplement pas quoi faire d'autre. Mon corps entier semblait paralysé. Mes mains sont restées sur mes genoux. Je continuais à le regarder du coin de l'œil, attendant, je ne sais pas quoi. Puis, lentement, il s'est tourné et a traversé le rideau de perles derrière l'âtre. J'ai entendu une porte s'ouvrir. Puis plus rien. Je suis resté figé sur cette chaise pendant ce qui m'a semblé être une heure. L'assiette devant moi était vide, mais il y avait des miettes sur la table, et la fourchette avait une traînée de quelque chose sur ses dents. Quelqu'un avait mangé. Pas depuis longtemps. Finalement, je me suis levé. Mes jambes tremblaient. J'ai marché lentement vers la porte d'entrée, gardant les yeux sur le rideau. J'ai tendu la main vers la poignée, et je l'ai entendu. Pas une voix, pas un son. Cela m'a frappé comme un souvenir que je ne savais pas avoir. Un mot, reste. C'est alors que j'ai couru. La porte s'est ouverte violemment et j'ai sprinté à travers la clairière, retournant par le sentier qui semblait soudain beaucoup plus court qu'à l'aller. J'ai glissé sur les aiguilles de pin. Les branches m'ont griffé. Je n'ai pas arrêté. Je n'ai pas regardé en arrière. Pas avant d'avoir vu ma voiture, toujours là, toujours morte. Mais j'ai grimpé la pente et enfin, mon téléphone a vibré. Une barre de signal instable. Assez. J'ai appelé un dépanneur. L'homme qui est venu n'a presque pas parlé. La cinquantaine. Je lui ai parlé du sentier. Il a fixé les arbres un instant, puis a dit platement « Y a pas de sentier par là ». Je lui ai dit que j'avais vu une cabane. Il n'a pas cligné des yeux, il a juste marmonné. Cet endroit se consume tout seul chaque fois que quelqu'un le trouve. Je n'en ai plus jamais reparlé. Épilogue mystique. Des années plus tard, en rangeant les affaires de mon oncle après sa mort, j'ai trouvé une vieille photo dans un tiroir. Elle montrait la même cabane, mais avec un homme debout sur le porche, vêtu d'un manteau sombre et d'un chapeau à large bord. Son visage était flou, comme effacé. Au dos, une inscription « Il attend toujours ». Ma grand-mère est morte l'hiver précédent, et la cabane m'a été léguée. Je ne l'avais pas demandé, et personne d'autre dans la famille n'en voulait. Juste cette petite cabane battue par les intempéries, blottie contre les contreforts des Appalaches. Rien autour à des kilomètres, à part des arbres et le silence. Le toit s'affaissait. Le porche était tordu. La cheminée ne cessait jamais vraiment de fumer, même quand il n'y avait pas de feu. Elle y avait vécu seule pendant des décennies, totalement hors réseau. Pas d'électricité, pas de plomberie, pas même de ligne téléphonique. On ne captait aucun signal, sauf si on grimpait à mi-hauteur de la crête la plus proche. Pas de panneau, pas de repère GPS. Si on ne savait pas déjà où c'était, on ne la trouverait jamais. Nous y allions quand j'étais enfant, seulement pour les fêtes, Noël, parfois Pâques. Elle ne venait jamais nous voir, ne quittait jamais vraiment la montagne. Elle ne possédait pas de voiture, n'écrivait jamais de lettres. Elle restait là-haut, comme si une partie d'elle appartenait aux collines. Je me souviens qu'elle regardait toujours par les fenêtres. Elle avait une silhouette frêle et des yeux pâles et intenses, comme si elle attendait constamment quelque chose. Ces histoires n'avaient jamais beaucoup de sens, mais elles avaient un rythme troublant, comme si elle croyait chaque mot. Elle disait des choses comme « Reste près du feu après le coucher du soleil » ou « Ne dors jamais face à la fenêtre ». Des choses qui sonnaient comme du folklore, mais qu'elle disait trop sérieusement pour que cela paraisse pittoresque. Quoi qu'il en soit, après sa mort, j'ai senti que quelqu'un devait au moins aller vérifier les lieux, trier ses affaires, ranger ce qui valait la peine d'être gardé. Je pensais y rester une semaine tout au plus, tout nettoyer, peut-être la mettre en vente si elle ne tombait pas en ruine. J'ai apporté assez de nourriture et d'eau pour 7 jours, quelques livres pour garder mon équilibre mental, et une de ces grosses lanternes à batterie, sachant que la situation électrique était inexistante. Je suis arrivé tard un dimanche, pas encore nuit noire, mais le soleil était clairement en train de se coucher. L'air là-haut était plus fin que dans mes souvenirs, comme si respirer demandait plus d'efforts. La cabane semblait plus petite, aussi, comme si elle avait rétréci un peu sans elle.
Et les bois autour. Je ne me souviens pas qu'ils aient été si denses. Les arbres semblaient plus proches, comme s'ils s'étaient rapprochés petit à petit au fil des années. Le porche a gémi sous mes pas. J'ai dû forcer l'épaule contre la porte, car le bois avait gonflé avec les années d'humidité. À l'intérieur, c'était comme si rien n'avait changé. Les mêmes rideaux lourds, le même poêle à bois grinçant. L'odeur m'a frappé immédiatement. Cèdre, poussière, quelque chose de légèrement moisi, comme de vieux livres laissés dans une cave. Les premiers jours se sont bien passés, surtout ennuyeux. Je me suis occupé en vidant le garde-manger, en rangeant les tiroirs de la commode, en pliant des draps qui n'avaient pas été touchés depuis des années. Il y avait une certaine routine. Se réveiller, faire du café sur le réchaud à gaz, travailler jusqu'au coucher du soleil, lire jusqu'à m'endormir. Le silence était la seule chose qui me dérangeait. Ce n'était pas paisible. C'était un silence mort. Pas de chant d'oiseaux, pas d'insectes, juste rien. Comme si le son ne voulait pas traîner trop longtemps. Il y avait une chose que j'évitais. La remise. Elle se trouvait à une trentaine de mètres derrière la cabane, à moitié cachée sous un fouillis de ronces et de lianes. Je l'avais vue des centaines de fois enfant, mais je n'y étais jamais entré. Elle était toujours verrouillée. Le genre de cadenas qui semble rouillé depuis un siècle. Une fois, quand j'avais 10 ans, je lui avais demandé ce qu'il y avait dedans. « Ce n'est pas pour les invités », avait-elle répondu. Pas d'une manière effrayante, mais comme si elle parlait d'une pièce qu'elle ne nettoyait plus. Pourtant, je ne l'avais jamais oubliée. Au 4e jour, j'avais épuisé toutes les autres tâches à faire. Alors, j'ai pris un pied de biche et je me suis dirigé vers la remise. Le cadenas a cédé après un peu d'effort, et la porte s'est ouverte avec un grincement qui a fait s'envoler des feuilles sèches à l'intérieur. Ça sentait affreux, humide, comme du carton mouillé et quelque chose de pourri. Quelques souris y avaient fait leur nid dans l'isolation. Certaines étagères s'étaient effondrées. J'ai enjambé une pelle brisée, un tas de manteaux mangés par les mites et une boîte de vieux outils à moitié écrasée. Au fond, il y avait un meuble en bois, une sorte de petite armoire. Elle avait un loquet coulissant, simple, mais toujours verrouillé. Je l'ai ouvert et j'ai trouvé des carnets. Des dizaines. Tous identiques, avec des couvertures brunes sans marque, de la même taille, sans titre, sans étiquette. J'en ai pris quelques-uns et je les ai rapportés à la cabane. Cette nuit-là, assis à la table de la cuisine avec une lampe torche, j'ai commencé à les feuilleter. Ce n'étaient pas des journaux intimes, pas au sens habituel. Pas de phrases complètes, pas de notes personnelles. Chaque entrée était numérotée et commençait par une ligne courte et hachée. Entrée 328. Il regardait à travers les fenêtres encore. Entrée 334. Il sait que je suis réveillé. Entrée 341. Il est resté à la lisière de la forêt toute la nuit. Entrée 352. Je n'ai pas allumé le poêle. Il est venu quand même. Aucun nom, aucun contexte, juste il d'encore et encore. J'ai continué à lire, espérant trouver quelque chose de plus précis, mais ce ne fut jamais le cas. Les entrées ne suivaient même pas une chronologie claire. On aurait dit qu'elle cataloguait des apparitions ou suivait des schémas, comme quelqu'un essayant de se souvenir des règles d'un jeu qu'elle ne voulait pas jouer. Cette nuit-là, j'ai laissé les carnets sur la table et j'ai essayé de me concentrer sur autre chose. J'ai pris un livre, j'ai lu quelques pages, mais mes yeux revenaient sans cesse vers les fenêtres. Les coins de la pièce semblaient plus proches, comme si les murs avaient bougé pendant que je ne regardais pas. Je me suis endormi sur le canapé, mes bottes toujours aux pieds. Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé, la bouche sèche et désorientée. Je suis allé dans la cuisine pour boire de l'eau et j'ai remarqué que le rideau au-dessus de l'évier s'était légèrement écarté. Peut-être à cause du vent. Peut-être que je l'avais frôlé sans m'en rendre compte. Mais à travers cet espace, j'ai vu quelque chose. À la lisière des arbres, quelque chose se tenait debout. Grand, trop grand, au moins 2 mètres, peut-être plus. Ce n'était pas de la bonne forme. Trop mince, trop droit, comme si quelqu'un avait étiré une silhouette humaine et oublié d'ajouter les détails. Pas de vêtements, pas de traits visibles, juste là, immobile. Je l'ai fixé, sans bouger, sans cligner des yeux. Mon cerveau a essayé de le cataloguer. Un arbre, une branche, un jeu de lumière lunaire, rien ne correspondait. J'ai tendu la main et allumé la lumière du porche. Despero. Je n'ai plus dormi après ça. Je suis resté assis derrière l'île de la cuisine, ma lampe torche braquée sur la porte. Chaque muscle tendu, comme si j'attendais que quelqu'un enfonce la porte. Quand le soleil s'est levé, je me suis forcé à sortir. Il fallait que je sache si je l'avais imaginé. Là où il s'était tenu, l'herbe était aplatie. 2 longs sillons côte à côte, comme si quelque chose avait traîné des échasses dans la cour. Pas d'empreintes, pas de débris, juste ces marques menant des bois à moins de 3 mètres du porche.
Puis elle s'arrêtait, ou peut-être revenait en arrière. Je n'aurais su le dire. J'ai ramassé les carnets, je les ai rapportés à la remise et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Je me suis dit que c'était un cerf. Je me suis dit que je l'avais rêvé, que les sillons étaient des traces de pneus ou de branches tombées. Je me suis répété cela pendant des heures. Mais cette nuit-là, je n'ai pas éteint les lumières. Je suis resté enveloppé dans une couverture sur le canapé, les yeux rivés sur la fenêtre, chaque bruit amplifié. Vers 3 heures du matin, j'ai entendu un déclic. Juste une fois, pas un coup, pas même un grincement, juste un déclic silencieux et délibéré, comme si quelqu'un essayait doucement la poignée. J'ai attendu, j'ai écouté. Puis la moustiquaire a bougé. Un long grincement. Et 1 seconde plus tard, quelque chose a tapé à la fenêtre de la cuisine. 3 fois, doux, précis. Je n'ai pas regardé. Je me suis glissé du canapé et je suis resté par terre jusqu'à ce que la lumière du matin s'infiltre sous le chambranle de la porte. À l'aube, j'ai fait mes bagages, j'ai jeté ce que j'ai pu dans un sac. Je n'ai même pas vérifié si j'avais oublié quelque chose. Je voulais juste partir. J'ai démarré le camion et j'allais monter quand j'ai remarqué quelque chose coincé dans la moustiquaire du Porsche. C'était un morceau de papier plié. On aurait dit qu'il avait été placé là avec soin, glissé derrière le filet. C'était une page d'un des carnets. Entrée 443. Tu n'aurais pas dû rester seul. Je ne me souviens pas du trajet du retour. Tout est flou. Des arbres, des virages, de longues portions de route où je ne cessais de vérifier le rétroviseur, comme si j'attendais voir quelque chose me suivre en sprintant. Épilogue mystique, 1 an plus tard, j'ai reçu une lettre sans expéditeur. À l'intérieur, une photo de la cabane, prise de nuit. Sur le porche, une silhouette floue, trop grande, trop mince, se tenait immobile. Au dos, une phrase, « Il t'a vu. Maintenant, il t'attend. » Cet hiver avait été brutal, une lente combustion qui avait finalement atteint un point critique. Je travaillais dans un petit bureau sans fenêtre, entouré de lumières fluorescentes bourdonnantes et de gens qui parlaient à voix basse de panne de VPN et de mise à jour de micro-logiciels comme si cela avait un sens profond. Un jour, j'ai réalisé que je ne me souvenais plus de la dernière fois où j'étais resté dehors en plein jour. Alors, je suis parti. Je n'avais pas de grand plan, juste une envie croissante de secouer cette torpeur. Je voulais ressentir un malaise. Pas le genre qui use l'âme, mais celui, physique et brut, qui vous rappelle que vous êtes encore vivant. C'est ainsi qu'est née l'idée de la piste des Appalaches. Je ne le faisais pas pour vivre hors réseau ou trouver la paix intérieure, ni rien de tout cela. C'était plus une preuve à me faire à moi-même, que je pouvais porter tout ce dont j'avais besoin, que je pouvais être réduit à mon corps, ma volonté et la terre. J'ai commencé depuis la Géorgie, en direction du nord. La foule de début de saison était composée de randonneurs enthousiastes partageant des collations, publiant leur kilométrage quotidien et comparant leur équipement. C'étaient des gens sympathiques, honnêtement, mais je ne me souciais pas de la communauté. Plus je marchais, plus j'aspirais au calme. J'ai commencé à sauter les refuges, choisissant des camps isolés loin du sentier, et j'ai finalement arrêté de vérifier les autres randonneurs. À un moment donné, j'ai cessé de suivre les balises. Je voyais de vieilles routes forestières, des traces de cerfs à peine visibles, des sentiers étroits qui s'enfonçaient dans le néant, et je les suivais. Je me disais que le vrai test était hors des sentiers battus, loin de la sécurité des chemins tracés et des registres. J'étais quelque part à la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord quand les choses ont changé. Fin mai, forêt dense, à des kilomètres de toute ville. Vous connaissez ce genre de bois où même l'air semble vous presser, comme si l'endroit ne vous accueillait pas vraiment, mais vous tolérez simplement. Cette journée-là avait commencé comme les autres. Flocons d'avoine, ampoules, racines d'arbres. Mais vers midi, la lumière a changé. Ce fut soudain, pas progressif, comme un nuage qui passe normalement. Un moment, je plissais les yeux à travers les trous de la canopée vers un ciel ensoleillé. L'instant d'après, c'était comme si quelqu'un avait jeté une bâche grise épaisse sur tout. Pas du brouillard, pas de la pluie, juste une lumière terne, lourde et sans direction. Je me suis arrêté et j'ai sorti mon GPS. Il a commencé à vibrer, sautant entre des coordonnées qui n'avaient aucun sens. Hai vérifié ma boussole. Peu importe la direction dans laquelle je me tournais, elle tournait lentement, presque paresseusement, comme si elle était ivre. J'ai sorti ma carte physique et j'ai essayé de faire correspondre mon environnement, mais rien ne collait. Chaque crête et chaque courbe semblaient subtilement fausses, comme si le paysage avait pivoté de quelques degrés pendant la nuit. Pourtant, je n'ai pas paniqué. Je me suis souvent perdu hors des sentiers. Je savais comment m'orienter. J'ai trouvé ce qui ressemblait à un vieux sentier de gibier en pente vers le nord et je l'ai suivi, pensant qu'il mènerait à une vieille route d'accès pour les gardiens ou croiserait un sentier balisé.
Mais plus je marchais, plus la forêt s'épaississait d'une manière qui ne me plaisait pas. Pas de chant d'oiseaux, pas de feuilles qui bruissent, juste ce silence épais qui ressemblait à se tenir dans une pièce insonorisée aux murs rembourrés. C'est alors que je l'ai vu. Nichée au fond d'un creux peu profond, presque engloutie par les broussailles et le lierre, une cabane se tenait là, basse, carrée, construite avec des rondins larges qui semblaient n'avoir jamais été traités ou peints depuis des décennies. Elle ne semblait pas abandonnée, juste hors du temps. Aucun numéro sur la porte, aucun panneau, juste une épaisse targette en bois, pas de poignée, pas de verre aux fenêtres non plus, juste des trous sombres et vides. J'ai appelé. Rien. J'ai frappé. Toujours rien. Je me suis dit que je jetterais juste un coup d'œil. Peut-être une ancienne station de gardien ou un refuge de chasseurs. Je ne prévoyais pas de rester, juste un regard. Dès que j'ai franchi le seuil, je l'ai senti. Vous connaissez cette sensation quand vous entrez dans une pièce et que vous savez immédiatement que quelque chose ne va pas? Comme si votre corps le détectait avant même que votre cerveau ne le comprenne. Il n'y avait pas de meubles, pas de poussière non plus, juste une absence nette, comme si l'endroit avait été essuyé récemment. Les poutres du plafond étaient garnies de ces choses. Des paquets de brindilles et d'os liés ensemble avec de la ficelle sombre et craquelée. Certains avaient des plumes. D'autres avaient ce qui ressemblait à des dents d'animaux. Quelques-unes de ces dents, cependant, étaient bien trop grosses, plates et jaunes, humaines ou suffisamment proches pour me donner la nausée. Elles pendaient bas et oscillaient légèrement, bien que l'air soit complètement immobile. Le sol était profondément strié, des spirales convergeant vers une tache sombre au centre. Le bois là-bas semblait imbibé, taché au fil du temps par quelque chose de sombre et d'inégal. On aurait dit que cela avait une texture rien qu'à le regarder, comme si quelque chose s'était infiltré encore et encore. Et puis, cette étrange attraction m'a frappé. Pas physique. Cela ne m'a pas tiré vers l'avant ou quoi que ce soit. C'était plus psychologique, comme cette petite voix téméraire dans votre tête qui vous ose de sauter d'une haute falaise juste pour voir ce qui se passerait. J'ai reculé immédiatement, le pouls battant dans ma gorge. La forêt était devenue encore plus silencieuse. Ce n'était pas seulement le silence. C'était la sensation que quelque chose écoutait. Puis j'ai remarqué le mouvement. Des silhouettes, pas proches, peut-être à 15 mètres, se déplaçant entre les arbres. Pas en marchant, pas en s'approchant, juste en observant. Je me suis figé. L'une d'elles est entrée en pleine vue. Grande, trop grande, au moins 2 mètres, mais voûtée dans une posture non naturelle et brisée. Ses membres étaient longs et minces, comme s'ils avaient été étirés. Sa peau semblait humide, translucide, presque comme de l'écorce pelée. Ses bras pendaient au-delà de ses genoux. Là où son visage aurait dû être, il y avait 2 larges puits noirs. Aucun reflet, aucune profondeur, juste du vide. Puis une autre est apparue, et une autre, chacune se déplaçant par saccades, comme des insectes. Aucun son, aucune respiration. Elles ne venaient pas pour moi. Elles étaient fixées sur la cabane. L'une d'elles y est entrée, me frôlant sans un regard. J'ai reculé lentement, restant bas, essayant de ne pas craquer de brindilles ou déranger une feuille. Elles n'ont pas réagi. Pas à moi. Juste au bâtiment. Puis j'ai remarqué ce qu'elles faisaient. Autour de la cabane, elles disposaient un motif. Des pierres, de petits os, des bâtons arrangés avec une précision troublante en un large cercle. Pas au hasard. Symétrique, répétitif, comme si elle l'avait déjà fait auparavant. Celles à l'intérieur de la cabane se déplaçaient le long des murs, s'arrêtant aux endroits où le sol était le plus strié. Puis le son a commencé. Un hurlement mécanique aigu, comme du métal hurlant contre lui-même, venu de l'intérieur. Les autres, dehors, n'ont pas ouvert la bouche, mais le son a commencé à sortir d'elles aussi. Un ton vibrant, profond, qui m'a frappé jusqu'aux dents. Cela m'a fait frissonner. Mes jambes ont fléchi et je me suis effondré à côté de mon sac. Ma lampe torche est tombée. Et puis cela a empiré. La lumière déjà faible a disparu complètement. Comme si quelqu'un avait éteint un interrupteur cosmique. Pas de lune, pas d'étoiles, pas de contours, juste rien. Et puis les voix sont venues. Pas les leurs. Les miennes. La voix de mon frère, étirée et déformée. Frère. La voix de ma grand-mère, morte depuis 5 ans. Où es-tu? Pourquoi es-tu parti? Puis ma propre voix, basse et persuasive. Entrez. C'est sûr. Elle ne me parlait pas. Elle me dénouait, pelant quelque chose, essayant de remplacer ce qui était réel. J'ai tendu la main à l'aveugle vers la lampe torche, l'ai trouvée et l'ai allumée. Le faisceau a frappé la clairière et le hurlement a changé. Il est devenu violent, animal, comme si quelque chose d'ancien, de blessé et de furieux était touché. Celle qui était la plus proche de moi s'est effondrée, convulsant, de la fumée s'élevant de sa peau.
Les autres ont hurlé et reculé, leurs bras s'agitant devant leurs puits faciaux. Celle à l'intérieur de la cabane a explosé à travers le mur, s'effondrant en un amas de membres convulsifs. La lumière ne les blessait pas seulement, elle les détruisait. J'ai réglé la lampe sur sa puissance maximale et j'ai couru. Elles se sont écartées. L'une a tendu la main vers moi, mais son bras n'a jamais traversé le faisceau. Elle a reculé comme si la lumière était de l'acide. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes flanchent, puis j'ai rampé. Ma lampe torche a vacillé une fois, et j'ai failli vomir de panique, mais elle a tenu. Des heures plus tard, j'ai trouvé un ruisseau. Je l'ai suivi jusqu'à ce qu'il mène à une route de gravier qui conduisait à un poste de gardien près d'une ville appelée Hot Springs. Je devais avoir l'air de l'enfer. Couvert de boue, saignant, à peine cohérent. J'ai dit que je m'étais perdu. Ils n'ont pas posé plus de questions. Avant de partir, j'ai vu une étagère de fournitures. Des lampes torchées, de la même marque que la mienne. J'en ai pris une et l'ai retournée. Imprimée au dos, nouveau mode UV. Épilogue mystique. Des mois plus tard, j'ai reçu un colis. À l'intérieur, une lampe torche UV et une note. La prochaine fois, allume la bonne lumière. L'endroit était si profondément enfoui dans les bois des Appalaches que le GPS avait abandonné avant même que nous ne quittions les routes goudronnées. Quand nous sommes enfin arrivés, nous roulions sur du gravier, puis sur de la terre, puis sur rien d'autre que des ornières creusées dans la colline. J'avais trouvé l'annonce en ligne, échappé hors réseau avec accès à la nature sauvage. J'avais survolé la description, vu 3 nuits, prix abordable, et j'avais pensé, parfait. Pas de signal, pas de distraction, juste le silence. C'était exactement ce dont j'avais besoin avant que la dernière année d'études ne m'engloutisse à nouveau. Nous étions 3, moi, Declan et Milo. Declan est du genre à piétiner sur place, toujours en mouvement, même quand on regarde la télé. Milo, à l'inverse, ne se réveille jamais avant midi, même quand le soleil tape à travers les rideaux. Des rythmes différents, pas de quête spirituelle, pas de moment bracelet d'amitié. Nous avions juste besoin d'une pause. De la fumée de bois, peut-être un feu de camp, et la liberté de n'avoir personne à qui rendre des comptes pendant quelques jours. Nous avons rencontré le propriétaire au pied d'une colline qui semblait avoir été ravagée par la dernière inondation. Il ne nous a pas donné d'indications, juste des coordonnées. Garé dans un vieux Silverado, la fenêtre baissée, de la musique country s'échappant. Il m'a tendu une clé en laiton accrochée à un anneau de cuir usé, a hoché la tête une fois et est reparti. C'était tout. La cabane était ancienne. Des planches de cèdre foncé, un porche qui faisait le tour et grinçait. À l'intérieur, 2 petites chambres avec des lits grinçants, un évier qui semblait avoir vu des décennies de rouille. Une réserve avec des boîtes de soupe à moitié vides et des tasses mal assorties alignées comme si elles n'avaient jamais été lavées en même temps. Des panneaux solaires sur le toit penchaient légèrement. Et si on s'en approchait trop, on entendait un bourdonnement hésitant, comme un appareil qui essayait de décider s'il voulait bien fonctionner. Puis il y avait ce sentier étroit derrière la cabane. Juste une zone dégagée dans la forêt qui s'incurvait dans l'obscurité. La première nuit, nous sommes restés assis sur le porche jusqu'après minuit, blottis autour du feu de camp. Les bois étaient si silencieux. On aurait dit que la forêt retenait son souffle. Pas d'insectes, pas de moteurs lointains, juste le pop-pop des bûches qui brûlaient et le pskit des canettes de bière qu'on ouvrait. Je me souviens à quel point c'était étrange, mais réconfortant, d'entendre rien. Ma peau s'est détendue. Mes pensées ont ralenti. Je crois que c'est à ce moment-là que j'ai su que j'avais eu raison de venir. La deuxième nuit est venue avec une sorte d'agitation. Le sentier derrière la cabane a commencé à m'hanter. Je ne pouvais pas le laisser tranquille. Nous avons attrapé la lampe torche à moitié morte de Milo, plus forte en espoir qu'en l'humaine, et nous sommes partis. Le sentier s'est rétréci rapidement. Des racines se tordaient sous nos pieds. Des branches nous frôlaient la poitrine et s'accrochaient à nos cheveux. Marcher exigeait plus de concentration que prévu. Après environ 1 kilomètre, nous sommes arrivés dans une clairière. Elle était étrangement parfaite, ronde et propre, avec de l'herbe qui semblait avoir été aplatie délicatement. Aucun signe de perturbation. Au bord, un deuxième sentier, ou plutôt une trace d'herbe écrasée et de gravier dispersé. Pas vraiment un chemin, mais définitivement quelque chose. Declan a vérifié sa carte hors ligne. Ça pourrait faire une boucle autour de la route de service, a-t-il dit d'une voix pratique dans les bois. Nous avons suivi. Quelques minutes plus tard, j'ai vu un mouvement. Bas, dans la ligne des arbres. Quelque chose a traversé les buissons. Mon pouls s'est accéléré. Au début, ça ressemblait à un cerf ou à un coyote, mais ça s'est redressé d'une manière trop fluide pour un animal. Pas un redressement rapide, juste un dépliement.
Milo a chuchote. Declan a laissé échapper son rire nerveux caractéristique, comme un hoquet. Probablement un autre randonneur, a-t-il dit. Mais quelque part dans son ton, j'ai entendu le doute. Il se parlait à lui-même. C'est alors que nous avons repéré le perchoir. Une vieille cabane de chasse cachée, aussi ancienne que la cabane ou plus, avec des clous rouillés et de la mousse grimpant le long de l'échelle comme des lianes. Declan a grimpé par réflexe. J'ai pris mon temps. Milo a arpenté en bas, les mains enfoncées dans les poches de son sweat. Du haut, la vue s'est ouverte. Les collines, la prairie éclairée par la lune, les bois s'étendant dans le néant. Et au loin, quelque chose bougeait. Une pulsation de lumière blanche, non balancée ou oscillante, mais projetée. Elle filait vers l'avant, le faisceau stable, rapide, incroyablement rapide. Elle traversait les arbres comme si la gravité ne s'appliquait pas, il n'y a pas de sentier là-bas, ai-je dit. Personne n'a répondu. Nous avons juste fixé du regard. Puis Declan a mis ses mains en coupe et a crié « Hé, mon pote !» en essayant de sonner décontracté, comme s'il ne voulait pas faire une crise dans le noir. La lumière s'est arrêtée, suspendue en plein mouvement. Elle s'est inclinée vers le haut, s'est figée sur nous, comme un faisceau de caméras sans lentilles. Nous nous sommes figés. Puis elle s'est éteinte. Pas de fondu, pas de lent affaiblissement. Juste éteinte, comme si quelqu'un avait coupé un interrupteur. Nous sommes redescendus. Milo était déjà en route vers la cabane, la tête tournée par-dessus son épaule. La forêt semblait plus étroite, chaque arbre d'une manière ou d'une autre plus proche. Les feuilles et les brindilles craquaient, plus fort qu'elles ne l'auraient dû. Ma gorge s'est serrée. Derrière nous, quelque chose bougeait. Rien de clair. Juste une forme flottant à notre rythme. Pas de cliquetis de lampe, torche en poursuite. Pas de craquement de branches. Juste cette présence constante. Nous avons accéléré à travers les arbres et les sous-bois. La cabane est enfin apparue. Lumière éteinte. Porche vide. Nous avons verrouillé les portes. Côté avant. Côté arrière. Cette vieille porte arrière qui ne fermait jamais bien. À l'intérieur, il faisait sombre et froid. Nous sommes restés dans la pièce principale, nous réchauffant avec de la bière bon marché, assis à fixer les fenêtres, scannant silencieusement les mouvements. Personne n'a essayé d'alléger l'ambiance. Personne n'a cherché d'explication rationnelle. Personne n'a dit « peut-être que c'était un chasseur ». Parce que personne ne court à travers les bois denses la lampe frontale éteinte. Personne ne s'arrête net en plein air sur commande. Personne ne suit trois inconnus au fond de la forêt sans laisser de traces. Nous sommes partis à l'aube. J'ai laissé la clé dans la boîte aux lettres sans me retourner. Nous n'avons pas vérifié nos téléphones avant d'avoir roulé 1 heure et que le signal est finalement rattrapé. Nous n'en avons jamais reparlé. Épilogue mystique, 1 an plus tard, j'ai reçu une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une photo floue de la clairière, prise de nuit. Au centre, une silhouette pâle, trop grande, se tenait immobile. Au dos, une phrase, « Ils t'ont vu. Maintenant, ils savent où te trouver. » Mon oncle possède une petite cabane hors réseau, perdue dans les contreforts des Appalaches, quelque part près de la frontière entre le Tennessee et la Caroline du Nord, cachée au bout d'une route de gravier qui n'a même pas de nom. Il l'utilise surtout pendant la saison de la chasse, mais cet été-là, début juillet, il m'a proposé de me la prêter pour 1 semaine. Pas d'adultes, pas de surveillance, juste moi et 2 de mes amis au milieu de nulle part. Je suppose qu'il pensait que cela forgerait mon caractère ou quelque chose comme ça. Franchement, nous avons trouvé que c'était la meilleure idée jamais. Nous ne cherchions pas à nous faire peur. Ce n'était pas ce genre de voyage. Nous voulions juste une pause loin du bruit. Vous voyez ? Pas de téléphone, pas de Wi-Fi, personne pour vérifier ce que nous faisions. Cela ressemblait à un bouton de réinitialisation. L'endroit en lui-même était assez basique. La cabane est nichée dans un petit creux entre les arbres. Pas d'eau courante, juste une pompe à main à une dizaine de mètres du porche arrière. L'électricité provient d'un vieux générateur à propane plus capricieux qu'utile. La première nuit, nous avons essayé de le faire fonctionner et nous avons obtenu peut-être 1 heure de lumière avant qu'il ne s'éteigne et que nous devions finir d'installer le camp dans le noir avec des lampes torchées. Pas de plomberie non plus, juste des toilettes extérieures de travers à 50 pas dans les bois. Il y a une radio à manivelle qui capte une station AM si on se tient exactement au bon endroit, et un poêle à bois qui remplit toute la cabane de fumée à moins d'ouvrir le conduit juste comme il faut. Cela nous a pris environ 2 jours pour comprendre. Après la première nuit, tout ce que nous possédions sentait comme un barbecue. Avant de partir, mon oncle m'a donné 3 règles simples. Couvre le foyer quand tu ne l'utilises pas. Ne laisse pas de nourriture dehors, à moins de vouloir que des ratons laveurs ou pire fouillent dans tes affaires.
Ne te promène pas la nuit. Des ours, a-t-il dit, avant d'ajouter à voix basse, et des choses pires, si tu crois à ce genre de truc. Il l'a dit avec un demi-sourire, comme s'il plaisantait, mais aussi comme s'il ne plaisantait pas. Bref, c'était moi, Cory et Jules. Cory est du genre à rire avant que ses blagues ne tombent. Grande énergie, voix forte, toujours en train de faire des commentaires sur quelque chose. Il avait une façon de te faire sentir comme si rien ne pouvait t'atteindre quand il était là. Jules était différent, plus calme, plus réfléchi, attentif. C'était lui qui lisait vraiment les instructions sur le filtre à eau, vérifiait 2 fois les marqueurs de sentier et apportait une lampe torche de rechange, même si nous nous moquions tous de lui pour son suréquipement. La première nuit, nous avons fait un feu derrière la cabane. Nous avions apporté des hot dogs et du chili en boîte. Assis autour du feu, à griller de la nourriture et à nous faire rire. Les bois semblaient calmes. Le ciel était si clair qu'il avait l'air faux. Il ne faisait même pas froid, juste cet air parfait d'une soirée d'été. Nous avons commencé à jouer à un jeu, nous lançant des défis pour partager la chose la plus étrange que nous avions jamais vue. Ce n'était pas sérieux, juste des trucs d'ado. J'étais en plein milieu d'une phrase, en train de parler de quelque chose d'idiot que j'avais vu en ligne, quand Jules s'est soudainement arrêté. Son visage a changé. Il n'a pas cligné des yeux, il a juste fixé les bois devant lui et a dit « Calme comme tout ». À l'est, dans les pins, il attend seul. Partant que la lune est encore basse. Puis il a cligné des yeux, a regardé autour de lui et a demandé pourquoi nous le fixions tous comme s'il avait poussé une deuxième tête. Cory a éclaté de rire. Ok, moment flippant bien joué. Mais Jules avait l'air perdu, confus, comme s'il ne savait vraiment pas de quoi nous parlions. Il a juré qu'il ne se souvenait pas avoir dit quoi que ce soit. Il a dit qu'il avait décollé pendant une seconde et qu'il était revenu pour nous trouver figés comme des statues. Cela m'a un peu travaillé. Pas d'une manière « nous sommes hantés ». Juste bizarre. Je n'ai pas très bien dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai été pris de curiosité. Je me souvenais de ce qu'il avait dit à l'est. Alors, j'ai fouillé dans la boîte de provisions de la cabane jusqu'à ce que je trouve une vieille boussole rouillée. L'est menait à un étroit sentier de gibier sinuant entre 2 crêtes couvertes de mousse et bordées de pins épais. L'air a changé quand j'ai marché. Ce n'était pas que la température avait baissé. C'était comme si les arbres attendaient. À environ un demi-mille, j'ai trouvé une clairière que je n'attendais pas. Au milieu, il y avait un long monticule bas, comme un site funéraire, mais plus ancien, couvert de lierre et de mousse, tout emmêlé. À l'extrémité éloignée, il y avait un poteau en bois, noirci et fendu. Des entailles verticales profondes couraient le long de son visage, comme si quelqu'un avait essayé de sculpter quelque chose dedans ou dessus, puis avait abandonné à moitié. Cela semblait oublié, comme si c'était censé être ainsi. Je ne suis pas resté longtemps. Cette nuit-là, de retour à la cabane, j'ai parlé de la clairière. Je n'avais même pas fini la description que Jules est devenu pâle, comme si tout le sang avait quitté son visage d'un coup. Il a dit calmement qu'il avait vu cet endroit avant, dans un rêve, 2 nuits avant que nous partions pour le voyage. Le même monticule, le même poteau, les mêmes arbres à l'est. Il n'en avait pas parlé parce qu'il pensait que c'était juste son cerveau qui faisait des trucs bizarres en rêve. Mais maintenant, cela ne semblait plus être une coïncidence. Nous sommes restés à l'intérieur cette nuit-là, avons gardé le poêle allumé, blottis autour de quelques lampes torchées. Personne n'a mentionné ce que Jules avait dit près du feu. Puis, la nuit suivante, cela s'est reproduit. Nous jouions aux cartes, essayant juste d'agir normalement, quand Cory a soudainement gloussé à propos de quelque chose, puis a eu ce regard lointain, s'est levé très lentement et a dit d'une voix plate et étrange. Au-delà des racines, sous la pierre, il bouge. Puis il a cligné des yeux, a regardé autour de lui et s'est rassis comme si de rien n'était. Jules et moi nous sommes regardés. Nous n'avons rien dit. Nous n'avions pas besoin de le faire. Nous savions tous les deux ce que cela signifiait. Le lendemain matin, les choses étaient différentes. Le côté de la cabane était griffé. Des entailles profondes et délibérées couraient le long du mur, comme si quelque chose de massif avait traîné ses griffes dessus. 5 marques. Notre tas de bois était renversé, comme si quelqu'un ou quelque chose l'avait piétiné. L'une de nos glacières avait disparu. Nous l'avons retrouvée à environ 20 mètres dans les bois, déchirée et à moitié enterrée sous les feuilles. Personne n'a dit un mot pendant le petit déjeuner. Plus tard dans la journée, j'ai convaincu Cory de retourner à la clairière avec moi. Jules ne voulait pas venir. Il a dit que l'air était mauvais. Le sentier semblait plus lourd, comme s'il repoussait. Quand nous avons finalement atteint la clairière, nous nous sommes tous les deux simplement arrêtés. Le monticule avait été déchiré. Quelque chose l'avait traversé de l'intérieur. Le poteau était brisé en 2, gisant face contre terre dans la saleté. La terre semblait déchirée et crue, comme si ce qui était en dessous s'était arraché.
Cory n'a pas parlé avant que nous ne soyons à mi-chemin du retour. Puis il a murmuré, cela ressemble à un avertissement. Cette nuit-là, nous avons verrouillé la porte de la cabane. Ce n'était pas grand-chose, juste une barre de bois coulissante, mais c'était tout ce que nous avions. Jules a bricolé une ligne de canettes de soda et de fils de pêche en travers des fenêtres pour servir d'alarme. Nous avons laissé le poêle brûler doucement et gardé nos bottes aux pieds. À 3 heures du matin, nous avons entendu les coups. Pas sur la porte, sur la vitre. Un coup, pause, puis un autre. Puis quelque chose a traversé le toit. Lord Delabere. Nous pouvions entendre le poids dans les poutres. Sentir la structure gémir à chaque pas. Jules a chuchoté, « Il vient parce que tu as regardé. Maintenant, il te voit. » Mais sa voix, ce n'était pas sa voix. Cory a attrapé la hache. J'avais le vieux couteau de chasse de mon oncle. Jules n'a pas bougé, il s'est juste recroquevillé sur le canapé et a fixé du regard. Puis quelque chose a frappé la porte. Tout le cadre a tremblé, mais ce fut tout. Pas de second coup, juste le silence. Nous sommes restés là pendant ce qui a semblé être des heures à attendre. Le matin est finalement arrivé. Dehors, nous avons trouvé des empreintes de sabots. Grosses, trop grosses pour un cheval. Elles faisaient 2 fois le tour de la cabane, puis disparaissaient dans les bois. Nous n'avons pas parlé. Nous avons juste fait nos sacs, couvert le foyer, et sommes partis rapidement. Mon oncle nous attendait là où il nous avait déposés. Aucun de nous n'a dit un mot pendant le trajet du retour. Après cela, tout s'est effondré. Jules a déménagé dans un autre état, a changé de numéro. Cory a supprimé tous ses comptes et a arrêté de répondre aux messages. J'ai entendu dire que Lawson T. avait abandonné ses études. Mon oncle m'a proposé de me laisser utiliser la cabane à nouveau l'été suivant. Je lui ai dit non, sans donner de raison. Épilogue mystique, 1 an plus tard, j'ai reçu une lettre. À l'intérieur, une photo de la clairière, prise de nuit. Le monticule était ouvert, et quelque chose de pâle et d'allongé en sortait à moitié, comme une main tendue vers l'appareil photo. Au dos, une phrase, « Il t'a vu. Maintenant, il attend que tu reviennes. » J'avais pris quelques semaines de congé. Je travaillais de longues heures au cabinet, sautais les week-ends, répondais aux emails à minuit comme si c'était normal. Un jour, je me suis juste arrêté. J'étais assis à mon bureau, fixant un tableau Excel, et j'ai réalisé que je ne me souvenais pas comment j'étais arrivé au bureau ce matin-là. C'est à ce moment que j'ai su que j'avais besoin de m'échapper, au moins pour un moment. J'ai grandi dans le Kentucky, et les montagnes avaient toujours ce réconfort étrange. Pas comme une échappée poétique ou quoi que ce soit. C'est juste que quand on grandit entouré de ce genre de silence, il ne vous quitte jamais vraiment. Mon grand-père parcourait les Appalaches. Après sa mort, j'ai hérité d'une vieille carte topographique qu'il avait annotée au fil des ans. Elle avait ses notations effacées au crayon, de petits symboles et initiales à côté de lignes de crête et de routes forestières qui n'existaient même plus sur les cartes modernes. Un sentier en particulier a attiré mon attention. Juste une fine ligne menant à une crête que je ne reconnaissais pas. Pas de nom, pas d'étiquette, juste un arc pâle s'éloignant d'une route à peine visible. J'ai vérifié les images satellites. Aucune structure, aucun signe d'utilisation récente. C'était exactement ce que je voulais. J'ai fait mes bagages légers, surtout des fournitures pour la journée. Assez de nourriture et d'eau pour 8 heures, plus mon téléphone, un appareil photo et une trousse de premier secours. Je suis parti tôt ce matin-là. J'ai conduit environ 2 heures à l'est, me suis garé sur le bas-côté d'une vieille route d'accès et j'ai commencé à marcher. Le sentier n'était pas entretenu, ce à quoi je m'attendais. Il existait à peine, plus comme un souvenir de sentier que quelque chose d'actuel. Mais cela ne m'a pas dérangé. J'aimais devoir faire attention à mes pas. J'aimais la solitude. Les bois étaient denses. Des pins si hauts et serrés qu'ils bloquaient la plupart de la lumière. Pas de vent, juste le craquement occasionnel d'une brindille sous le pied ou le bruissement silencieux de quelque chose de petit bougeant hors du sentier. J'ai traversé des sections où le laurier avait poussé si épais que je devais me baisser et me faufiler. Plus je m'enfonçais, plus cela semblait coupé du monde, comme si la forêt se refermait derrière moi. À 4 miles, le chemin a commencé à monter. Pas raide, mais assez pour brûler les jambes. J'ai suivi la crête jusqu'à ce qu'elle s'incurve vers l'ouest. Et c'est alors que je l'ai vue. Une cabane. Je me suis arrêté net, les juste fixée. Elle n'était pas vraiment cachée, juste positionnée de telle sorte qu'on ne la remarquerait jamais à moins d'atteindre ce virage précis. Sous le mauvais angle, elle se fondait dans la ligne des arbres. Ce n'était pas une ruine, ni fraîchement construite. Juste ancienne, mais solide. Les rondins étaient épais et gris, assemblés avec un soin qui disait que quelqu'un avait voulu qu'elle dure.
De la mousse poussait dans les joints, mais pas d'une manière qui semblait être de la décomposition. Plutôt comme si la cabane et la forêt étaient parvenus à une sorte d'accord. Le tuyau du poêle penchait légèrement sur le côté, comme s'il s'était fatigué au fil des ans. Le porche s'affaissait au milieu, mais les planches ne semblaient pas pourries. Cela ressemblait à un endroit qui se tenait là depuis longtemps, indifférent et largement oublié. J'ai regardé autour. Pas de traces de pneus, pas d'empreintes de pas, pas de déchets, juste des feuilles mortes et le silence. J'ai appelé une fois. Rien. Pas même un écho. C'était comme si ma voix ne portait pas. Je sais comment cela sonne, mais je n'avais pas l'intention d'entrer. J'étais juste curieux. Le genre de curiosité silencieuse qui s'installe quand quelque chose est juste un peu décalé. La porte n'était pas verrouillée. J'ai touché la poignée doucement et elle s'est ouverte sans résistance, comme si elle avait été laissée entrouverte spécialement pour moi. L'intérieur était spartiate. Un lit de camp dans un coin, sans drap, sans oreiller, juste un cadre et un matelas fin. Un poêle en fonte se trouvait près du mur du fond, sur une dalle de pierre plate. Il y avait une table taillée dans des planches brutes et une seule chaise. Et sur la table, une tasse en émail bleu ébréché. C'était le seul vrai signe d'utilisation. Et étrangement, pas de poussière. L'endroit semblait intact, mais d'une manière ou d'une autre, pas abandonné. J'ai pris quelques photos, juste des instantanés rapides, pas artistiques. Une du lit de camp, une du poêle, une de la table avec la tasse. J'étais à mi-chemin du retour vers la porte quand je me suis arrêté. Il y avait 2 tasses. La seconde était blanche, blanchosse, posée juste à côté de la bleue comme si elle avait toujours été là. Mais je sais ce que j'ai vu. Je sais comment je prends des photos. Je balaie puis je tire. Et il n'y avait qu'une tasse quand j'ai regardé. Je l'ai fixée pendant ce qui m'a semblé être longtemps, essayant de forcer ma mémoire à se réécrire, mais elle n'a pas cédé. C'est alors que je l'ai entendue. Un craquement. Pas un pas. Juste un lent déplacement de poids sur une planche de parquet, derrière le mur du fond. Je n'ai pas appelé cette fois. J'ai juste reculé, prudent, silencieux, comme si je pensais que quelque chose écoutait les mouvements brusques. Je suis retourné sur le sentier et j'ai commencé à marcher. Pas en courant. Courir aurait fait du bruit. J'ai juste marché régulièrement, essayant de rester calme, essayant de ne pas laisser mon esprit s'emballer. À environ un demi-mille, je me suis figé à nouveau. Mon sac avait disparu. Je l'avais laissé sur le porche, adossé à la rambarde avant d'entrer. Il n'était pas sur mes épaules. Je ne le portais pas. Et ce sac contenait tout. Téléphone, portefeuille, nourriture, eau, clé de voiture. Sans lui, j'étais coincé là-bas. Je suis resté un moment, respirant juste à travers les dents serrées. Puis je me suis retourné. La cabane avait l'air différente quand elle est réapparue en vue. Pas dramatiquement, juste fausse d'une manière subtile. La porte était ouverte plus largement qu'avant, juste un peu plus entr'ouverte. L'intérieur semblait plus sombre, moins accueillant. Mon sac avait disparu. J'ai appelé à nouveau, forçant ma voix à rester stable, comme si je parlais à un inconnu sur un sentier. Pas accusateur, juste en établissant un contact. C'est alors que j'ai entendu la voix. Pas de l'intérieur de la cabane, de derrière. Je n'ai pas compris les mots, si c'en était. Cela avait un schéma comme un discours ralenti ou déformé. Pas hostile, pas amical, juste patient, attendant. J'ai reculé de 2 pas, puis d'un autre. Et là, il était. Mon sac, juste au centre du sentier, fermé proprement comme s'il avait été posé là délicatement. Il n'y était pas une minute plus tôt. Je me suis accroupi, les mains tremblantes maintenant, et je l'ai ouvert. Tout était là, soigneusement rangé, sauf l'appareil photo. Je l'ai sorti, l'ai allumé. Toutes les photos de la matinée étaient encore là. Sauf les 3 de la cabane. The sparrows. Pas corrompues, pas de miniatures manquantes, juste absentes. Comme si ces moments avaient été effacés du temps. Puis j'ai remarqué l'heure. Il était presque 18 heures. J'ai vérifié mon téléphone. Même chose. J'ai regardé ma montre. Correspond date exactment. J'avais commencé la randonnée à 10 heures ce matin-là. Je connais mon rythme. Toute la boucle, même en bousculant, aurait dû prendre 5, peut-être 6 heures maximum. Mais j'avais d'une manière ou d'une autre perdu près de 8 heures. J'ai marché sans m'arrêter à nouveau. Je n'ai pas couru. Je ne voulais pas attirer l'attention, mais je ne me suis pas retourné non plus. Quand j'ai atteint ma voiture, je suis monté et j'ai verrouillé les portes avant de démarrer le moteur. Mes mains étaient blanches de tension pendant tout le trajet du retour. Je n'ai pas déballé. J'ai laissé le matériel dans le coffre et je me suis juste assis sur mon canapé cette nuit-là. Lumière allumée, musique jouant, essayant de ne pas penser. Épilogue mystique. 3 mois plus tard,
j'ai reçu une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une photo de la cabane, prise de nuit. Sur le porche, 2 tasses étaient posées, et derrière la fenêtre, une silhouette pâle observait. Au dos, une phrase. « Tu es revenu. Maintenant, il sait que tu sais. » J'avais 22 ans quand j'ai accepté de garder Romy. Ses parents avaient loué une cabane au fond des bois des Appalaches, vraiment isolée, à 2 heures de la ville la plus proche. Et cette ville n'était guère plus qu'une station-service avec un téléphone public. Ils partaient pour un séminaire d'entreprise rempli d'exercices de cohésion gênants, de t-shirts assortis et de chutes de confiance. Tout ce que je devais faire, c'était passer une nuit avec leur fille, Romy. Ils offraient $200, la nourriture déjà dans le frigo, pas d'animaux. J'ai dit oui avant même d'y réfléchir. Conduire jusqu'à là-bas était étrange dès le départ. La route de gravier serpentait à travers des arbres épais, puis grimpait le long d'un flanc de colline. Puis j'ai pris un chemin de terre privée, si étroit que les branches raclaient ma voiture. Tout du long, j'ai eu l'impression de m'enfoncer dans un souvenir dont je ne pouvais pas m'échapper. Quand je me suis enfin garé, ils étaient sur le porche, brillants et décontractés, comme s'ils avaient fait cela 100 fois auparavant. Ils m'ont tendu une carte dessinée à la main. Au cas où le GPS lâcherait, ont-ils dit. J'ai ri, mais j'ai glissé la carte dans ma poche quand même. Ils m'ont montré le bouton de la cuisinière à gaz à ne pas toucher, ont confirmé que Romy s'était brossé les dents et ont dit qu'elle dessinerait probablement toute la nuit. Elle est facile, a dit sa mère. Puis le SUV a reculé dans l'allée et a disparu dans le noir. Laissé sur le porche, je suis resté là à cligner des yeux dans le crépuscule, la porte à la main, écoutant le moteur de leur voiture s'éteindre. Puis rien, juste moi et un silence assez épais pour être mâché. À l'intérieur, j'ai trouvé Romy assise en tailleur sur le tapis, coloriant avec une concentration que je n'avais même pas à 22 ans. « Tu veux quelque chose ? Un encas, de l'eau, la télé ?» ai-je demandé. Elle a secoué la tête, n'a pas levé les yeux, aussi silencieuse que la forêt. « Tu les entends marcher déjà. » J'ai cligné des yeux. « Qui ?» Elle a à peine marqué une pause. « Les gens dehors. » Je l'ai fixé. Il n'y a personne là dehors. Mais elle n'a pas argumenté. Elle a juste tourné la page et a continué à colorier. J'ai pensé, ok, enfant bizarre. Réplique de film, peut-être. J'ai haussé les épaules et j'ai laissé tomber. À 21h, je l'ai emmenée à l'étage dans la chambre au bout du couloir. Elle s'est glissée dans le lit sans un mot. Pas de veilleuse, pas d'histoire au coucher, juste les genoux repliés, fixant le plafond, attendant. Il frappe d'abord, a-t-elle dit. Je suis resté dans l'embrasure de la porte. Qui frappe ? Il n'aime pas quand les gens ne répondent pas, ok. J'ai forcé un sourire. Bonne nuit. En bas, j'ai trouvé la cheminée à côté d'une petite télé et d'un lecteur DVD. Passe de Wi-Fi. Parfait. Je me suis recroquevillé sur le canapé et j'ai essayé de me concentrer sur les articles que j'avais sauvegardés pour un jour de pluie, mais je n'y suis pas parvenu. La maison parlait en craquement et en grincement, inattendu et fort, comme si elle savait que je l'écoutais. À 22h12, j'ai entendu des pas en dehors, près de la porte arrière. 3 pas délibérés, puis le silence. J'ai mis mon téléphone en silencieux, le cœur battant plus vite, pas de vent, pas de feuilles qui bruissent. J'ai allumé la lumière du porche. La cour était éclairée en jaune pâle, rien ne bougeait, pas de tête qui dépasse, pas d'ombre glissant sur le pont. Pourtant, j'ai verrouillé la porte 2 fois et tiré le rideau. Puis, à l'étage, un léger déplacement, pas une chute, plus comme si quelqu'un s'était penché trop loin. La voix de Romy a flotté vers le bas. Sont-ils à l'intérieur maintenant ? Je suis monté vite. Elle était assise dans son lit, les genoux contre la poitrine, fixant le mur. Je n'ai rien ouvert, ai-je dit doucement. Ils n'attendent pas éternellement, a-t-elle déclaré. Doors, Romy. Je suis redescendu et j'ai serré ma couverture comme si elle pouvait me protéger. J'ai posé la lampe torche et un couteau de cuisine par terre à côté de moi. Inutile, je le sais, mais j'avais besoin de quelque chose. À 23h48, j'ai entendu un grattement. Un ongle doux traînait contre le bois. D'abord à gauche, puis à droite. J'ai pressé mon oreille contre le mur. Rien. Le cœur dans la gorge. J'ai soulevé le rideau. Des empreintes de pieds nus dans la poussière dehors. Des fines et des larges mélangées, faisant le tour de la cabane. Pas de chaussures, pas de bottes. J'ai reverrouillé la porte d'entrée et fermé tous les rideaux, toutes les lumières éteintes. Puis je suis monté à l'étage. La porte de sa chambre était grande ouverte. Romy se tenait à nouveau à la fenêtre.
Ils sont aux arbres maintenant, a-t-elle dit. Ils se rapprochent quand quelqu'un a peur. Éloigne-toi de la fenêtre, lui ai-je dit doucement. J'ai fermé les rideaux. Je l'ai portée en bas, mon cœur battant si fort que je pensais qu'elle l'entendait, je l'ai assise sur le canapé, j'ai rallumé toutes les lumières. Nous sommes restés assis en silence. Puis à minuit 41, tout s'est éteint. Juste coupé. Pas de grésillement, pas de scintillement. Toute la cabane avalée par l'obscurité. Mon téléphone n'affichait aucun signal, aucune barre, aucun service. Elle n'a pas dit un mot. Je me suis levé et j'ai fait un tour complet de vérification. Porte verrouillée, aucune fenêtre ouverte, mais l'air avait changé, plus dense, comme si un rideau s'était fermé autour de nous. À 2h37, quelqu'un a frappé. 3 coups nets et délibérés. Je me suis figé, je n'ai pas bougé. Cela n'a pas frappé à nouveau. Je me suis tourné vers Romy. Le canapé était vide. Ma peau est devenue glaciale. J'ai bondi à l'étage. Elle se tenait dans la pièce du fond, pieds nus, à la fenêtre. « Ils attendent », a-t-elle chuchoté. Je l'ai attrapée, j'ai claqué la porte, j'ai poussé une chaise sous la poignée, je l'ai poussée dans le placard à manteau près de la cuisine. Nous sommes restés là. Obscurité, silence, ma respiration assez forte pour me faire peur. Nous n'avons pas dit un mot. Je n'ai pas cligné des yeux. Elle s'est juste pressée contre le porte-manteau, les bras enroulés autour de ses genoux. À 6h23, les lumières se sont rallumées comme si de rien n'était. À 6h40, les parents sont arrivés, souriants et gazouillants comme des courses du dimanche. « Tout va bien ?» a demandé sa mère. Je n'ai pas répondu. Je suis passé devant, je suis monté dans ma voiture et j'ai conduit jusqu'à ce que je tombe sur la première station-service avec du réseau. Épilogue mystique. 1 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. À l'intérieur, un dessin d'enfant représentant une cabane dans les bois, avec des silhouettes sombres tout autour. Au dos, une phrase écrite en lettres tremblantes. Ils savent que tu sais. Maintenant, ils t'attendent. J'avais 17 ans quand j'ai accepté de m'occuper de la cabane de mon oncle dans les Appalaches. Il avait prévu un voyage en Arizona. Quelque chose à propos de l'air du désert et d'un ami du lycée qu'il n'avait pas vu depuis les années 80. Et il m'a demandé si je pouvais rester à sa cabane quelques nuits pendant son absence. Il l'appelait toujours le camp, ce qui sonnait un peu plus rustique et nostalgique que ce qu'elle était vraiment. À quoi elle ressemblait en réalité, c'était une boîte en bois que quelqu'un avait oublié de finir. Juste 2 pièces, un toit incliné et un petit porche qui penchait un peu sur la gauche, comme s'il était trop fatigué pour se tenir droit. Elle était située à mi-hauteur d'un flanc boisé, entourée d'arbres qui semblaient s'être penchés pendant des années, comme s'ils essayaient de reprendre possession des lieux. La ville la plus proche avec une station-service était à environ 2 heures de route, plus s'il pleuvait. Il avait construit l'endroit dans les années 70 avec son frère, bien que vous n'auriez jamais deviné que c'était un travail à 2. Ils n'avaient jamais fini les fondations, ils avaient juste posé la cabane sur quelques pieds de pierre et avaient dit que c'était bon. Tout craquait, tout penchait. Le sol avait une légère inclinaison qui vous donnait l'impression de marcher en montée, peu importe la direction que vous preniez. Il n'y avait pas de plomberie, pas de réception. Le poêle fonctionnait avec une bonbonne de propane, et pour la lumière, il y avait un générateur qu'il fallait tirer 3 fois dans un rythme précis pour le faire tout sauter. Même quand il marchait, la plupart des ampoules de l'endroit étaient soit mortes, soit si faibles qu'elles semblaient essayer de prendre leur retraite. Puis il y avait Sadie. C'était son chien, une sorte de vieille bâtarde qui avait passé plus de temps dans cette cabane que la plupart des gens que je connaissais dans leur propre maison. Moitié berger, moitié quelque chose de coriace et d'incertain. Son travail était supposément de tenir les coyotes à distance. Mais elle était si lente et si calme que je n'étais pas convaincu qu'elle lèverait même la tête si l'un d'eux apparaissait sur le porche. Elle avait ce soupir profond et dramatique, comme si chaque mouvement lui coûtait un jour de vie de plus. J'ai pensé rester 4 ou 5 nuits, pas plus. C'était l'été. L'école était finie et je ne faisais pas grand-chose de toute façon. J'aimais l'idée de m'échapper. Peut-être que j'écrirais. Peut-être que je finirais enfin quelques pages dans ce carnet de croquis que je trimballais toujours mais que je n'utilisais jamais vraiment. J'ai fait un sac avec l'essentiel. Des vêtements, une lampe torche, un carnet, quelques stylos, un sachet de mélange de sentier que je regretterais dès le 2e jour, et assez de macaroni au fromage instantané pour attraper le scorbut. La première nuit s'est bien passée, même paisible. J'ai fait un petit feu dans l'ancienne cheminée, j'ai cuisiné le dîner sur le vieux réchaud rouillé, et je me suis assis par terre pendant que Sadie s'étirait comme un tapis et ronflait. Le genre de ronflement qui commence dans les poumons et finit dans les planchers. C'était étrangement réconfortant, comme un bruit de fond d'un film que vous ne regardez pas. À minuit, j'étais allongé sur le lit de camp dans la pièce du fond,
essayant de décider si le plafond était incliné ou si ma tête était juste penchée bizarrement. L'air était froid d'une manière ancienne, comme le genre de froid qui s'est installé dans les murs depuis des années. Je me suis réveillé quelques heures plus tard sans savoir pourquoi. Mon cœur battait la chamade, pas seulement rapidement, mais comme si j'avais couru dans mon sommeil. Je n'entendais rien, mais mon corps me disait que quelqu'un était là. Juste là, debout, juste derrière le mur dans la pièce principale. Ne bougeant pas, ne parlant pas, juste là. J'ai attrapé ma lampe torche et j'ai appuyé sur le bouton. Elle a vacillé une fois, puis s'est stabilisée. J'ai balayé le faisceau dans la pièce. Sadie était réveillée. Elle n'aboyait pas. Elle ne grognait pas. Juste en train de fixer la porte, les oreilles dressées, le corps tendu. Comme si chaque muscle attendait que quelque chose se produise. Ses yeux ne bougeaient pas. Elle ne clignait pas des yeux. Elle était verrouillée, comme si elle voyait quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je me suis assis, j'ai attendu. Rien ne s'est passé. Pas de coups, pas de grincement, juste le silence. Je n'ai plus dormi cette nuit-là. Le lendemain, tout semblait lourd. Le calme dehors n'était plus paisible. Il était faux, comme si la forêt s'était cachée. J'ai coupé du bois, bien qu'il y en ait déjà plus qu'assez empilé sous le porche. J'ai fait une randonnée sur le sentier derrière la cabane, j'ai essayé de me distraire. Depuis la crête, j'ai regardé vers un ravin rempli de broussailles épineuses et d'arbres qui semblaient morts bien qu'ils ne l'étaient pas. Je n'ai pas entendu d'oiseaux, je n'ai pas vu d'écureuils, même les insectes étaient silencieux. Je me suis dit que c'était peut-être l'heure de la journée ou peut-être l'altitude, mais je n'y croyais pas vraiment. Cette nuit-là, j'ai vérifié les verrous 2 fois. Pas que cela importait. La porte avait une glissière en métal rouillé, plus rouille que mécanisme. Les fenêtres n'avaient même pas de vraie targette, juste ces petits chevilles en bois que l'on pouvait coincer en place. Sadie s'est recroquevillée près de la porte à nouveau. Cette fois, je n'ai même pas essayé de dormir. À 1h40 précisément, je l'ai entendu. 3 coups. Pas sur la porte, sur le mur du fond, celui qui n'avait rien derrière lui que de la terre et des arbres. Pas de porche, pas de marche, aucune raison pour que quelqu'un soit là. Je me suis redressé d'un coup. Sadie a laissé échapper un grognement sourd. Pas en colère, plus comme un avertissement. Le genre de son qu'un chien fait quand il sait que vous allez voir quelque chose que vous regretterez d'avoir vu. J'ai attendu. Rien d'autre n'est venu. Pas de voix, pas de pas. Juste ces 3 coups lents et délibérés, presque polis. Je suis resté comme ça jusqu'à ce que le soleil se lève. Ma lampe torche est restée allumée tout le temps, le faisceau brûlant une tache pâle sur le mur opposé. Sadie n'a jamais quitté la porte des yeux. Le matin, j'ai fait le tour jusqu'au mur du fond. Rien. Le sol était trop compact pour les traces, pas d'éraflures, pas de griffures, rien pour prouver que j'avais entendu quoi que ce soit. Je m'étais presque convaincu que je l'avais imaginé jusqu'à plus tard dans l'après-midi. C'est alors que je l'ai vu. Un cercle à 4,5 mètres de la cabane, près du bord des arbres. Parfaitement rond, 2 mètres de diamètre, juste de la terre nue. Pas de feuilles, pas de mousse, aucun signe de vie, juste de la terre grattée comme si quelque chose avait tourné ou appuyé dans le sol jusqu'à user la forêt. Pas d'empreinte autour, pas de traces de traînée, juste le cercle. Je ne m'en suis pas approché. Je suis juste resté là à le fixer pendant que quelque chose dans mon estomac coulait comme une pierre. Ce n'était pas juste étrange, c'était faux. Comme si le sol lui-même avait été marqué. Cette nuit-là, j'ai pris une décision, pas de sommeil. J'ai éteint le générateur avant minuit. Plus de bruit. Je me suis assis près de la fenêtre avec ma lampe torche éteinte et j'ai attendu, regardant la silhouette des arbres sous une fine tranche de lune. Sadie n'a pas bougé de sa place près de l'âtre. Ses yeux sont restés sur la fenêtre. Pas de clignement, pas de changement. À 2h13, je l'ai entendu à nouveau. Un mouvement. Des pas doux dans les aiguilles de pin dehors. Pas trébuchant, pas pressé, juste prudent, comme si quelqu'un essayait de ne pas réveiller la maison. Cela a fait le tour de la cabane 1 fois, 2 fois, puis le silence. Puis la poignée de la porte a tremblé. Juste un peu, un test doux, comme si quelqu'un n'avait jamais utilisé de poignée auparavant et était curieux de savoir à quoi elle servait. Sadie n'a pas bougé. Ses oreilles ont frémi, mais son corps est resté figé. Le mien aussi. Après un moment, le bruit a cessé. Le matin, je suis sorti et je l'ai vue. Une empreinte près de l'abri du générateur, dans un sol plus mou. Elle n'était pas normale. Trop longue, trop large, les orteils inégaux, étalés comme s'ils n'appartenaient pas à un pied humain. Le talon s'était enfoncé profondément, comme si quelque chose de lourd s'était tenu là et avait bougé une fois. C'était pieds nus, mais pas humain. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste fait mes bagages. J'ai laissé un mot pour mon oncle,
disant que le générateur faisait des siennes et que j'avais entendu des animaux pendant la nuit. J'ai promis de repasser dans une semaine. J'ai chargé le reste de mes affaires dans le camion. Et quand je me suis retourné pour regarder la cabane une dernière fois, je l'ai vue. 3 lignes gravées dans la porte en bois, droite, parallèle, assez profonde pour exposer le bois palefrey sous la surface. Pas des griffures, trop régulières. Elles semblaient intentionnelles, comme si quelqu'un voulait que je les voie avant de partir. Je suis monté dans le camion. Je n'ai pas démarré le moteur tout de suite. Je suis juste resté assis là, la main sur la clé, fixant les arbres comme s'ils attendaient quelque chose. Puis j'ai tourné la clé. J'ai conduit jusqu'à ce que je tombe sur une route goudronnée. Je ne me suis pas arrêté, je ne me suis pas retourné, et je ne suis jamais revenu. Épilogue mystique, 1 an plus tard, j'ai reçu une lettre. À l'intérieur, une photo de la cabane, prise de nuit. Sur le porche, 3 marques sombres, comme des empreintes, menées à la porte. Au dos, une phrase, « Il t'a vu. Maintenant, il sait où tu es. » Mon service chez Mélès s'est terminé à 17h, mais je ne suis pas rentré directement. À la place, j'ai coupé à travers le parking en gravier à l'arrière et je me suis glissé derrière la ligne d'arbres à côté de ce vieux hangar de service. Une moitié effondrée couverte de lierre, juste assise là comme si elle avait oublié qu'elle avait déjà de l'importance. Là-bas, dans cette petite clairière, Caleb et Wa m'attendaient déjà. Ils avaient cette vieille carte basse résolution imprimée depuis un poste Tumblr. Pas de nom de rue, pas d'étiquette, juste une vue satellite de la crête au-dessus de la ville et un carré noir sur le côté. Personne ne savait ce que c'était. Aucune route n'y menait. Wa a dit que c'était une cabane de gardien abandonnée. Caleb a prétendu que le gardien qui y vivait avait juste disparu un jour. Personnellement, je pensais qu'il racontait n'importe quoi. Mais je n'allais pas les contredire. Pas parce que je croyais à la carte, mais parce que je n'avais pas envie de rentrer depuis un moment, et cela semblait être autre chose, quelque chose de mieux que le silence. Nous avons commencé à marcher, coupant à travers les bois qui sont devenus plus sombres plus vite qu'ils n'auraient dû. Nous avons traversé 3 sentiers de cerfs étroits, à peine plus que de l'herbe piétinée. Puis un vieux ruisseau qui s'était asséché bien avant que je ne travaille chez Mélès. Il y avait une section de fil barbelé brisé, affaissé assez bas pour passer en dessous sans déchirer sa veste. Aucun de nous n'a beaucoup parlé après ce point. Vous auriez pensé que nous aurions plaisanté ou argumenté ou quelque chose, mais plus nous nous enfoncions, plus tout autour de nous devenait silencieux aussi, comme si les arbres se serraient plus près. L'air semblait plus lourd, pas plus froid, pas humide, juste épais, comme respirer à travers une manche en laine. Je continuais à regarder par-dessus mon épaule, non pas parce que je pensais que nous étions suivis, mais parce que chaque pas semblait un peu trop doux, comme si le sol était rembourré. Je portais la lampe torche, la seule qui fonctionnait. Les autres avaient apporté les leurs, mais bien sûr, ils avaient soit oublié les piles, soit en avaient mis qui étaient à moitié mortes. Je me souviens m'être senti étrangement responsable, comme si c'était mon travail de garder le faisceau stable, même si mes mains devenaient moites. Caleb a vu le toit en premier. On ne pouvait même pas l'appeler une cabane de loin. Juste une tache de bardeaux sombres affaissés sous un fouillis de branches mortes. Cela ressemblait plus à un hangar en ruine qu'à un bâtiment dans lequel quelqu'un aurait pu vivre. Si Caleb ne l'avait pas pointé du doigt, je pense que nous aurions pu marcher droit devant sans le voir. Nous avons fait un lent tour autour. Il n'y avait pas de fenêtre, juste ce toit affaissé et des planches clouées sur les côtés comme si quelqu'un avait essayé de le fortifier. Finalement, nous avons trouvé la porte, pas déformée, mais de travers, comme si elle avait été enfoncée et réassemblée par quelqu'un qui ne se souciait pas de son apparence. Caleb l'a tirée ouverte, et la chose s'est ouverte plus largement que je ne l'avais prévu. L'air à l'intérieur m'a frappé avant même que j'aie franchi le seuil. Pas moisi, pas humide, juste immobile, sans mouvement. Pas de meubles, un vieux seau en métal rouillé dans un coin et un motif en éventail étrange fait de bâtons sur le sol. Les murs étaient nus, mais quelqu'un avait martelé des planches mal assorties sur une fente à l'arrière, comme une fenêtre qui n'aurait jamais dû être là en premier lieu. Les planches se chevauchaient de manière inégale, presque comme si quelqu'un essayait de garder quelque chose dehors ou dedans. Le sol ne grinçait pas. Même quand nous sommes entrés complètement, il était solide, ce qui d'une manière ou d'une autre le rendait encore plus effrayant. Les vieux bâtiments sont censés céder sous vos pieds. Celui-ci semblait avoir été drainé de tout son. Wa a ri un peu et a dit « On dirait que quelqu'un a essayé de transformer une cave à racines en lodge de chasse. » C'est alors que nous l'avons remarqué. Une trappe, bien au centre du sol. Un carré parfait. Pas de poignée, pas de serrure, juste une boucle de fil tordu martelée sur un côté. Vous ne l'auriez pas repéré à moins de chercher. Je me suis accroupi et j'ai passé la lampe torche sur la jointure. Il y avait cette substance noire qui la scellait. Cela ressemblait à du goudron,
mais sec et écaillé sur les bords. Celui qui l'avait scellée avait voulu qu'elle reste fermée. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit, Caleb s'est penché et l'a tirée ouverte. Il n'y avait pas d'échelle, pas de barreaux, juste un trou carré, noir comme de l'encre. La lumière ne pénétrait pas loin. L'arbre semblait lisse, trop lisse, comme l'intérieur d'une cheminée qui aurait été polie. Le faisceau s'est juste arrêté à quelques pieds, pas estompé, arrêté, comme si l'obscurité l'avait avalé tout cru. Wa s'est penché. J'ai pensé qu'il allait cracher une deuxième fois, mais il s'est juste approché comme s'il écoutait. Puis ma lampe torche s'est éteinte. Une seconde, j'éclairais la trappe, l'instant d'après, c'était noir comme de la poix. Je l'ai frappé contre ma paume, contre le sol. Rien. La voix de Wa a brisé le silence. Il y a quelqu'un en bas. Pas effrayé, pas confus, juste certain. Nous sommes restés là, figés, essayant de respirer comme si cela pouvait nous aider à mieux entendre. Puis Caleb a appelé « Bonjour ». Nous avons attendu, puis nous l'avons entendu. Un coup. Juste un. Pas des arbres, pas du toit, d'en bas, directement sous la trappe. Ce son m'a frappé dans la poitrine, comme s'il savait exactement où nous étions. Caleb a claqué la trappe si fort que le sol a tremblé. Je ne me suis même pas rendu compte que je reculais, jusqu'à ce que ma main heurte le chambranle de la porte. Wa n'avait pas bougé. Il fixait toujours la trappe, comme si elle allait s'ouvrir à nouveau. Nous sommes sortis et dès que nous l'avons fait, la lampe torche s'est rallumée. Elle a fonctionné parfaitement. Pas de scintillement, pas de retard. J'ai vérifié les piles. Rien de clocher. Personne n'a dit un mot pendant les 20 minutes suivantes. Nous avons retraversé le fil barbelé, puis le ruisseau, puis le dernier sentier. Quand nous sommes arrivés au parking en gravier, Wa s'est éloigné sans dire au revoir. Il s'est juste retourné et a marché. Cette nuit-là, il a quitté notre groupe de discussion. Il n'a plus jamais envoyé de message. Caleb a arrêté de publier quoi que ce soit la semaine suivante. Je suis retourné aux photos que j'avais prises avant que la trappe ne s'ouvre. J'étais sûr d'en avoir quelques-unes de Wa à genoux près du trou, et c'était le cas. Une photo le montrait à genoux, la lampe torche dirigée vers le bas, mais dans le coin du cadre, à peine visible dans la lumière, il y avait une main, avec de longs doigts et une peau pâle. La paume était tournée vers le haut, posée contre le bord intérieur de la trappe, n'atteignant pas, juste attendant. Je n'ai pas pris cette photo. Je sais exactement où j'ai dirigé mon téléphone. Ce n'était pas ça. J'ai supprimé le reste, mais je n'ai pas pu supprimer celle-là. Nous n'avons jamais reparlé d'y retourner. Mais quelques mois plus tard, j'ai vu Caleb devant la station Grelin en centre-ville, marchant juste en cercle lent. Il avait l'air en mauvais état, pâle, comme s'il n'avait pas mangé depuis des jours. Quand il m'a finalement vu, il a eu l'air de ne pas me reconnaître au début. Il a dit qu'il ne pouvait pas arrêter de rêver de la trappe. Il a dit qu'elle était ouverte dans ses rêves, que quelqu'un l'appelait d'en bas par son nom. Je ne l'ai plus revu depuis. Je n'ai plus mis les pieds dans ces bois non plus. Épilogue mystique, 1 an plus tard, j'ai reçu une enveloppe. À l'intérieur, une photo de la trappe, ouverte. Une main pâle en sortait à moitié, les doigts allongés, comme si elle attendait que quelqu'un la prenne. Au dos, une phrase, « Il t'a vu. Maintenant, il sait que tu reviendras. » Épilogue général. Chaque cabane, chaque forêt, chaque histoire est un avertissement. Certaines portes ne devraient jamais être ouvertes. Certaines nuits ne devraient jamais être passées seules. Et certaines vérités ne devraient jamais être découvertes. Mais si vous écoutez attentivement, vous entendrez peut-être les pas dans la nuit, ou les coups à la porte, ou la voix qui chuchote votre nom depuis les arbres. Alors, la prochaine fois que vous vous retrouvez seul dans les bois, rappelez-vous, vous n'êtes peut-être pas seul après tout.